Bonjour, merci de nous rejoindre sur Télésud. Vous regardez Des mots et débats. L'invité du jour est d'origine congolaise. Il nous présente son premier ouvrage. C'est un recueil de nouvelles. Albien Gakini, bonjour. Bonjour Patricia. Vous allez bien? Très bien et vous? Oui, merci, ça va. Merci. Alors, c'est un recueil de nouvelles que vous allez nous présenter. Il s'intitule Instant d'exil. Voilà, la première, avant de commencer le premier chapitre de l'émission, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire d'abord un recueil de nouvelles et non un roman? Alors, au début, j'ai pensé à écrire un roman, mais vu que je travaillais sur la question d'exil, je me suis dit qu'il fallait faire une sorte de comparaison au niveau de l'exil comme déplacement, tout ce qu'on sait de l'exil, et l'exil comme évasion. Et donc, j'ai pensé qu'il était mieux de commencer par un recueil de nouvelles. Très bien. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Commençons tout de suite le premier chapitre au fil des pages. Albien Gakini, alors justement, Instant d'exil, expliquez-nous ce titre de votre recueil de nouvelles. Alors, très bien, on a Instant d'exil. Alors, Instant qui est un court moment et exil qui est ici l'expression de l'évasion donc, par la pensée, l'imagination, le fantasme, etc. Et donc instant d'exil, instant pluriel, parce qu'il y a plusieurs instants, donc, ce qui explique le nombre de textes qu'il y a dans le recueil. Et puis aussi l'exil, donc vous avez dit évasion, puis l'isolement aussi, et puis plein de choses que nous allons aborder justement dans notre émission. Alors, le premier chapitre, la première nouvelle de votre recueil s'appelle Instant d'exil. Donc c'est une personne qui est dans un restaurant, une sorte de bar, et elle s'évade, elle voit de jolies serveuses, de jolies jeunes clientes, ça interpelle son regard, mais on pense immédiatement à un homme. Et quand on lit, on s'aperçoit en fin de compte que c'est une femme qui regarde une autre femme. S'inquiète-t-elle du regard de son mari en fin de compte? Justement, c'est une femme âgée qui va au restaurant avec son mari et qui se dit qu'avec son âge avancé, sûrement les jeunes filles qui passent à côté intéressent plus son mari qu'elle. Donc elle est jalouse. Donc elle aussi à son tour, chaque fois qu'elle voit un homme entrer, elle s'imagine être avec cet homme-là. Elle fait tout un film dans sa pensée, etc. En effet, et donc on voyage beaucoup d'ailleurs dans vos nouvelles. J'avais l'impression aussi que le thème de l'infidélité, c'était des choses, c'est un thème qui vous tient à cœur. Alors l'infidélité, pas personnellement, c'était juste une manière de montrer que ce n'était pas de l'infidélité parce que l'homme était infidèle, mais juste parce que la femme imaginait que l'homme était infidèle ou pouvait être infidèle. Par la pensée. Par la pensée, oui. D'accord. Je me suis même demandé, est-ce que vous approchiez, est-ce que vous aimiez bien le style aussi des surréalistes, des dadaïstes? Parce que comme on est un peu parfois dans le rêve, le songe, donc on se demande est-ce qu'on n'est pas dans cette frontière de l'irréel et du réel? Oui, justement, il y a ce côté surréaliste, mais je ne dirais pas totalement parce que j'ai voulu avoir un style personnel déjà. Et si les critiques pensent que mon texte, ma façon de faire rejoint ce côté surréaliste, bah, tant mieux. Mais sinon, j'ai voulu avoir un style personnel. Le vœu d'Esther, donc là, dans cette nouvelle, vous abordez la thématique de la réincarnation. Il est vrai que dans d'autres nouvelles, la foi aussi y est évoquée. Mais la réincarnation, qu'est-ce que ça, c'est pour vous? Qu'est-ce que cela vous inspire, la réincarnation? Alors, pour moi, personnellement, c'est une manière d'être habité par autre chose que soi-même. C'est la présence d'une autre force, d'une autre entité en soi qui agirait indépendamment de sa propre volonté. C'est de votre volonté. C'est-à-dire vous avez quelque chose qui vous habite et qui fait des choses par vous sans pourtant que ce soit exactement votre propre volonté. Mais est-ce qu'à travers cette nouvelle, justement, c'est votre crainte de la mort? Vous avez peur de la mort? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut bien qu'elle arrive un jour. Le fait d'en parler donc, de cette réincarnation, de la mort, est-ce que ça peut vous servir aussi de thérapie? Je ne pense pas, pas personnellement. Parce que oui, dans une certaine mesure, oui, pourquoi pas, parce que le fait de dire certaines choses, s'exprimer, s'extérioriser, c'est une manière aussi de parler quelque chose à quelqu'un qu'on ne voit pas forcément. Mais pas personnellement, parce que je pense pas que ce soit pour moi une manière de... Non, je pense pas, personnellement, non. D'accord.
Votre foi, comme je l'ai dit au début de l'émission, elle s'immisce énormément dans certaines de vos nouvelles. Donc je devine que vous croyez en Dieu. Oui, bien sûr. Et pourquoi est-il nécessaire, important, essentiel pour vous de placer cette foi dans vos nouvelles? Alors, la question de la foi est permanente dans la vie de tout le monde. Depuis tout petit, j'ai appris qu'il faut croire avant de voir. Et que ce soit dans la famille, avec des amis, donc il faut toujours s'imaginer que les choses pourraient aller mieux au-delà de toute difficulté qu'on pourrait rencontrer dans la vie. Et c'est aussi peut-être par rapport à mon parcours d'écrivain aussi, parce que tout au début, c'était non, mais tu n'y arriveras jamais, est-ce que tu es sûr que tu seras publié, etc. Et justement, quand j'ai commencé à envoyer mon texte sur un premier éditeur, il a été refusé, non, mais ce n'est pas ça, etc. Et finalement, je n'ai pas baissé les bras. Je me suis dit, croire avant de voir, si ça me donne de la force d'aller de l'avant. Si je persévère, je vais y arriver. Et finalement, j'y suis arrivé. Votre objectif, c'est de devenir écrivain à temps plein Oui, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Donc votre foi, vous l'évoquez dans vos nouvelles. Est-ce que, par exemple, à travers cette foi, ça vous permet aussi d'interpréter vos rêves? Est-ce que vous avez étudié la psychanalyse freudienne, par exemple, pour aborder votre foi, la mort Alors justement, ce texte est un texte rempli de ce recueil de nouvelles, je veux dire, est un recueil rempli de beaucoup d'interrogations que je me suis posé moi-même et avant de l'écrire. Non, je n'ai pas lu Freud personnellement, mais j'ai entendu parler de Freud, de la psychanalyse, comment ça fonctionnait. Oui, et si quelqu'un me dit qu'il y a ce travail de psychanalyse dans mon texte, je ne dirais pas non. Parce que je pense que oui, effectivement, ça existe. Dans une nouvelle, vous abordez aussi le thème de l'homosexualité. C'est le titre de cette nouvelle, ça s'appelle Un amour impossible. Il est question de deux personnages, c'est Irna et Coletta qui aime Amanda, si j'ai bien compris. Non, en fait, l'homosexualité, c'est abordé dans Le Père bon voulant, juste après, je crois. Irna, qui est amoureuse de Jules, c'est dans Un amour impossible. Oui. Pour moi, j'avais compris que Coletta aimait Armanda. Et donc, elle demandait des conseils à son amie Irna. Non, non, non. C'est Amanda qui raconte l'histoire d'Irna et Jules. Donc, une fois de plus, on a une narratrice. Je me suis mis à la place d'une femme pour raconter une histoire. Et quand on se met à la place d'une femme pour raconter une histoire, est-ce qu'on se déshabille totalement? Est-ce qu'on oublie sa masculinité, sa virilité? Un critique m'a dit il y a quelques jours que malgré ce côté femme dans la narration, on sentait qu'il y avait une voix d'homme derrière. Donc moi, je ne saurais pas me juger moi-même à ce niveau-là. Je pense que certaines personnes auraient des points de vue beaucoup plus différents, ça c'est vrai. Mais c'était quand même difficile, j'avoue. Très difficile, oui. Mm-hmm. Le père Bonvoulon, eh bien justement, on y arrive. Il va enfreindre la loi pour marier deux hommes, dont l'un est très efféminé, il me semble. Les parents ne sont pas invités, ne sont pas au courant. Pourquoi traiter ce sujet dans votre recueil de nouvelles? C'est vraiment un sujet d'actualité. Oui, justement. Alors, je travaille sur la question d'exil et sous deux angles. Vous voyez, il y a l'angle exil comme ce déplacement, tel qu'on le sait, oui. il y a la rupture, on quitte son pays, etc. Son et la rupture et tout. Oui. Et l'exil comme une sorte d'évasion, de fantasme et tout. Et je me suis dit, j'ai rencontré quelqu'un déjà un jour qui me racontait une histoire. Oui, mais dans une église catholique, etc. Il s'est passé ça. Et je me suis dit, mais comment prendre cette histoire et la fictionnaliser? Voyez-vous, le fond reste le même, mais la manière de la raconter pourrait être différente. Et c'est sur ça que je me suis appuyé. Alors, mais je me suis dit, pour moi, ce n'est pas parce que c'était une question d'actualité, mais parce que ça correspondait bien à ce que j'entendais par exil dans la pensée. C'est-à-dire qu'on se disait, bon, si dans la réalité aujourd'hui, on tolère l'homosexualité dans l'Église catholique, alors si dans un autre sens, on s'y opposait, qu'est-ce qui pourrait arriver à ce moment-là? Vous voyez, une sorte de réflexion que je mets sur la table. Mais est-ce pour vous un moyen de montrer votre tolérance, d'ouvrir un débat avec le lecteur? Oui, très bien, oui, bien sûr. Ouvrir un débat, que chacun s'imagine. Si
ce que je dis pourrait être possible ou pas. C'est un débat, bien sûr. Mais vous, c'est votre tolérance? Tolérance... Pourquoi en parler? Parce que cette histoire vous a quelque part marqué, interpellé? Oui, interpellé par rapport à mes travaux de recherche sur la question d'exil, justement, je me suis dit, ça pourrait m'aider à construire mon raisonnement, etc. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'histoires qui se regroupent dans la vision des choses. Mais celle-là particulièrement m'a semblé très importante de l'évoquer. Mais pourquoi est-ce que, je sais pas, donnez-moi vos émotions. Pourquoi? Pourquoi évoquer la question de l'homosexualité Oui. dans ce texte? Par exemple, vous trouvez sur le continent africain, est-ce qu'on n'est pas assez tolérant sur cette question de l'homosexualité? On n'en parle pas assez, c'est vrai. On n'en parle pas assez parce que ça reste encore tabou. Les populations africaines ne sont pas encore prêtes. Il y a des choses clairement. Déjà, le président Macky Sall a dit que les Africains ne sont pas encore prêts à recevoir cette culture-là, qu'il faut du temps, etc. Bon, ce n'est pas une apologie que je fais, non. Ce n'est pas non plus une condamnation, non. Je mets un sujet sur la table, chacun va lire, essayer de penser à sa manière, voilà. Et voilà, c'est comme ça que j'ai voulu faire les choses. Vous parlez aussi de la prostitution et de ses ravages, surtout la prostitution infantile, où, je sais pas, des adolescentes donnent leur corps à des vieux bougres hein, pour profiter de cette jeunesse, ou alors c'est une jeune fille étudiante aussi qui a besoin de survivre, de payer ses études, de payer, de subsister, on va dire. Pourquoi aborder aussi ce débat, ce choix de thématique? Justement. Alors, parce que une chose importante à retenir, c'est que pour moi, nous n'écrivons pas ce que nous observons directement. Nous écrivons sur ce que nous imaginons, des réalités que nous rencontrons chaque jour, des choses qui nous sont remontées par d'autres personnes. Et donc, cette histoire, effectivement, il y a une partie de réalité. On parle dans pas mal de milieux, des étudiantes africaines qui sont retrouvées en France ou ailleurs encore et qui ont été confrontées donc à ce genre de situation, pas de logement, expulsées par la famille qui les avait reçues au début et qui par la suite, parce que ces étudiants ou étudiantes ne contribuaient pas aux charges de la maison, ont été expulsés de ces foyers de famille, entre guillemets, et qui se sont retrouvés donc nulle part dans la rue, recueillis par certaines personnes, mais à des conditions à respecter. Donc cette fille-là se retrouve à la rue, recueillie par cette dame qui lui dit oui c'est bien, mais à condition que moi ma vie elle est comme ça. Donc tu vas travailler avec moi, on fait la prostitution, etc. Mais tu seras libre d'habiter ici, de faire ce que tu veux. Voilà. Donc ça s'appelle L'étrange vie de Camélia. Oui. Et puis on va aborder une dernière nouvelle. C'est le respect des aïeux. J'ai remarqué, des parents, c'est très important. Vous vous attachez justement à ce respect des traditions. Oui, très bien, parce que, vous savez, il y a encore un débat aujourd'hui en milieu africain entre l'idée de tendance. Il y a une tendance qui dit qu'il faut tous s'européaniser, donc abandonner définitivement nos cultures, nos traditions africaines, parce qu'on ne vit pas en Afrique actuellement. Et une autre tendance qui dit, malgré que nous habitons en terre étrangère, nous avons quand même le droit de garder quelque chose de nous-mêmes, ce que nous pourrions donc raconter à nos enfants, etc. Parce qu'on a vu même des enfants nés ici qui ont eu le désir d'aller en Afrique visiter, voir la terre de leurs parents. Et oui, effectivement, ce côté tradition, le respect des aînés, le respect des grandes personnes, qu'elles soient de notre famille ou pas, c'est quelque chose qui est très enraciné dans la culture africaine. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Albien Gakeni, pour cette première partie de l'émission. Nous allons passer tout de suite à Carte sur table. Merci. Pour Carte sur table, nous allons découvrir quelques photos de vous. Alors, la première, vous êtes à la Défense, vous êtes assis sur l'une des marches qui donne sous la Grande Arche. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous faisiez là, à ce moment-là? Alors, j'ai reçu un neveu qui est venu en vacances à Paris. C'était il y a, je crois, 2 ans, 3 ans, je ne me rappelle plus trop bien. Donc, il m'a dit, bon, écoute, tonton, je voudrais aller visiter. J'ai entendu parler de la Défense, l'Arche, je vais aller visiter. Donc, nous sommes allés visiter. Et on s'est dit, bon, on va faire quelques photos, etc. Justement, c'est ce que nous avons fait.
Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez un master de littérature générale et comparé à la Sorbonne Nouvelle. Qu'est-ce donc justement cette littérature générale et comparée? Alors, c'est une discipline que beaucoup de gens ne connaissent pas, parce que je pense qu'à Paris, il n'y a qu'une seule université, la Sorbonne Nouvelle, où ça existe. Et à l'extérieur de Paris, donc à Rennes 2, je crois bien, il y en a également. Alors, c'est une littérature qui se focalise sur l'idée de faire de la comparaison à partir d'un thème donné. Je prends un exemple simple. On peut prendre la question de l'identité. Alors, comment un Français va aborder la question de l'identité? Comment un Américain va l'aborder? Et comment un Africain va l'aborder? On fait une comparaison à partir des œuvres, bien sûr. On aura des romans ou des recueils de nouvelles. Comment c'est abordé par-ci, par-là. D'accord, donc toujours à partir d'une thématique, d'un Bien thème, sûr. Voilà, d'un choix donné par le professeur, j'imagine, et hop, là, vous commencez. Donc, Oui. il faut avoir une culture générale poussée sur un certain nombre Bien sûr. d'ouvrages, ou alors est-ce que vous avez le droit quand même, au cours justement de ce débat, de cette réunion sur un thème, de lire d'abord et après on en parle avec le professeur? Oui, lorsque ça se passe en cours, généralement, on a des œuvres au programme, on peut les lire et voilà, formuler toutes sortes de questions autour de la thématique. Et lorsqu'il s'agit d'un mémoire à rendre en fin d'année, effectivement, on peut faire un choix personnel et justifier son choix, voilà, discuter avec son enseignant qui vous suit, etc. Vous êtes membre aussi du conseil académique de l'USPC. Qu'est-ce Oui. donc? Alors, USPC, qui veut dire Université Sorbonne Paris-Cité, c'est une commune, c'est-à-dire une communauté d'universités et d'établissements. Ça regroupe au total 8 établissements universitaires à Paris. Alors, en tant que syndicaliste, donc, on est élu, étudiant en syndicaliste, on est dans ces conseillers-là. Je suis là pour le compte de l'UNEF, donc je ne suis pas seul, je suis suppléant parce que mon titulaire, c'est Abdoulaye, qui est avec moi. On est au niveau du conseil académique, on gère ces établissements-là et notamment les questions, tout ce qui est questions académiques, les formations, etc., voilà, les recherches, les travaux, les budgets alloués, etc. C'est-à-dire que les étudiants, dès qu'ils sont confrontés à un problème, je ne sais pas, dans leur cours ou leur enseignement ou leur parcours, ils viennent vous voir? Non, pas forcément. Il y a d'abord un syndicat qui existe à la fac et donc qui traite des questions étudiantes directement. Et nous, on travaille sur tout ce qui est académique dans l'ensemble de cette commune. Votre finalité, enfin votre objectif, c'est quoi? C'est de devenir professeur de lettres modernes dans un collège-lycée, ou alors d'aller plus loin, docteur, être lettres modernes, et puis de devenir donc professeur dans l'université, je sais pas, Sorbonne Nouvelle, pourquoi pas? Oui, professeur, oui, bien sûr, parce qu'il faudrait aspirer. J'aspire déjà à faire ma thèse de doctorat et plus encore, pourquoi pas. Oui, bien sûr, mais à côté, vous savez, la réalité Économique. en France nous contraint parfois d'aller de gauche à droite, de prendre des temps de pause, etc. Donc on garde la vision qu'on a dès le départ, mais après il peut arriver qu'à un moment donné on se retrouve à gauche à droite, mais étant donné que c'est une vision qui est personnelle, à laquelle je tiens vraiment, je compte bien arriver à être professeur un jour, oui, à côté de mon travail d'écrivain, bien sûr. Mais professeur lycée ou université? Université, mais ce qui n'est pas facile encore, parce que vous savez, le recrutement à l'université en France, notamment à Paris, n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez, c'est pas facile. Donc, si on a de la chance, oui, mais si on n'a pas de chance, donc autant prévoir autre chose. S'il y a un lycée qui voudrait bien m'embaucher, pourquoi pas. Mais sinon, je vise plus haut. Très bien. Merci beaucoup, Albien Merci, Gakeni, Patricia, pour cette deuxième partie d'émission. Nous allons aborder la dernière, et bien, ce fameux coup de cœur. Pour ce coup de cœur, Albien Gakeni, à qui avez-vous pensé? Zoé Valdès. Oui. Donc c'est une auteure Cubaine. Oui. Et c'est Le Néant. Le Néant quotidien. Oui. Pour quelle raison avoir choisi ce livre? Alors parce que nous parlons d'instant d'exil, et l'instant d'exil a été écrit pendant que je travaillais sur Zoé Valdès. Parce que c'est un roman dit d'exil, hein, vous voyez, la presse, les médias, etc. Tout le monde dit que c'est un roman d'exil, etc.
Et moi, en le lisant, avec une certaine vision un peu particulière, je me suis rendu compte que ce n'était pas l'exil comme tout le monde pourrait l'entendre, mais plutôt cet exil particulier, c'est-à-dire que quelqu'un qui reste chez lui, qui s'imagine des choses d'ailleurs, mais qui ne se déplace pas forcément. Donc c'est ce qui a amené aussi à la rédaction de ce recueil de nouvelles. Mais ce style d'écriture, son écriture vous a marqué y a-t-il des personnages aussi qui vous ont interpellé dans son histoire? Oui, bien sûr. La narratrice, par exemple, Yokandra, qui raconte son histoire, elle est à Cuba, et dit être tout le temps dans la lune, vous voyez, dans l'imagination. Mais lorsqu'on voit les critiques, les commentaires, les gens disent non, mais c'est un roman d'exil. Moi, je me suis dit, mais c'est littérature d'exil. Pour moi, c'était, je l'ai comprise au début comme cet ensemble de textes produits par des écrivains en exil déjà, mais pas par des écrivains encore chez eux et qui imaginent la vie ailleurs. Vous voyez. Donc, Yokandra m'a marqué par sa description de la vie à Cuba à cette époque-là, pendant la période spéciale, ce qui se passait et comment elle préférait peut-être être ailleurs, à Paris notamment, mais qu'elle ne voulait pas non plus parce qu'elle était tellement attachée à sa patrie, d'où son nom d'ailleurs patrie lorsqu'elle est née, d'après ce qu'il racontait dans le roman. Donc, si l'exil vous touche autant, c'est que vous êtes d'origine congolaise. Oui. Vous le ressentez, donc, cet exil, c'est un poids pour vous? Je le ressens d'une certaine manière, oui. Quelque part, je crois, je ne sais plus si c'est dans ce recueil, mais j'ai dû dire quelque part que ne pas être chez soi, c'est déjà être en exil. Ça prend cette forme-là. Pourquoi? Parce que à un moment donné, on se dit, si j'étais chez moi, telle chose ne serait pas arrivée, on ne m'aurait pas dit ci, je n'aurais pas vécu ci, je n'aurais pas vécu ça. Ce n'est pas une manière de se victimiser, non, mais c'est juste une manière de se réaliser soi-même, de se comprendre en fait. En fin de compte, on s'aperçoit que son rêve de départ devient en fin de compte un cauchemar. Oui, oui, quelque part, oui, quelque part, oui. Lorsqu'on se retrouve face à certaines difficultés qu'on n'aurait peut-être pas On dû s'y attendait rencontrer. pas. Voilà, justement. Et c'est compliqué à ce moment-là. On dit, bon, parce que je ne suis pas chez moi, voilà. Il y a cette question-là aussi qui est évoquée. Indirectement, peut-être, oui. Très bien, merci beaucoup Albien Merci, Patricia. Gakeni. Eh bien écoutez, vous êtes venu nous voir pour votre recueil de nouvelles, Instant d'exil. Merci beaucoup et puis surtout bon courage. Merci beaucoup, Patricia. Voilà. Et puis quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.